Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et pour parler plateformes de streaming. Cette fois-ci, on se retrouve pour parler d'une sortie cinéma qui était plutôt attendue puisque ça fait partie des grosses sorties, gros blockbusters de l'été. Je parle bien évidemment, et il n'y a aucun suspense, du film Bullet Train avec Brad Pitt. C'est un film dont j'ai déjà pas mal parlé en live, on va dire, des attentes autour du film, et dont je vous ai également parlé dans ma vidéo sur The Gray Man, puisque c'est deux films qui sont un petit peu dans la même veine et qui sortent dans la même période. L'un au cinéma, l'autre sur plateforme, puisque Gray Man est un film Netflix. Cette fois-ci, je vais enfin pouvoir vous parler de Bullet Train sans faire des hypothèses, en vous parlant vraiment de si j'ai apprécié le film ou non. Je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Bullet Train est un film qui est sorti le 3 août 2022, il y a à peine quelques jours, ce mercredi. C'est un film de 2h06, durée relativement raisonnable au vu des durées actuelles des films qui ont petit à petit, on va dire, migré de 1h30, 1h45 à 2h, 2h15, voire 2h30, ce qui est devenu très récurrent au cinéma. Donc 2h02, c'est, on va dire, raisonnable, même si ça peut paraître long. Et c'est un film de type action comédie. C'est un film qui est réalisé par David Leitch, qui a la subtilité de ne pas être réalisateur. En fait, à la base, il est rentré dans le monde du cinéma en tant que cascadeur. Il est ensuite devenu chef chorégraphe pour justement les cascades dans les films, et puis ensuite assistant réalisateur, et maintenant il est à la tête de ses propres films. En 2014, il a co-réalisé, mais il n'a pas été crédité pour John Wick, qui est aujourd'hui un incontournable des films un petit peu d'agents secrets, de tueurs à gages, etc. Puis il a réalisé ses propres films. En 2017, il a réalisé le film Atomic Blonde, dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur The Gray Man, puisque ça fait partie de ces films qui traitent de la thématique tueurs à gages, etc., agents secrets, mais qui au final sont tombés dans l'oubli parce qu'ils manquent d'un concept fort. Et en 2018, il a réalisé le film Deadpool 2, qui, un peu comme Atomic Blonde, n'a pas réussi à se démarquer assez déjà pour détrôner Deadpool 1, qui avait apporté un vent de fraîcheur, on va dire, dans le milieu des super-héros, avec ce côté humour très très décalé, très assumé, mais qui n'avait pas non plus réussi à apporter un concept particulier. Moi-même, j'ai dû retourner voir des images du film pour me rappeler exactement de quoi ça parlait. Je me souviens même plus qu'avec des X-Men dedans. Donc voilà, c'est pour dire à quel point, au final, pour le moment, la filmographie de David Leitch est pas forcément marquante. Pourtant, en tant qu'assistant réalisateur, il a travaillé sur des grosses productions. En 2011, il a travaillé dans le film de dystopie science-fiction Time Out, que personnellement j'avais beaucoup apprécié justement parce qu'il avait un concept intéressant au niveau de l'histoire. Après, au niveau de la réalisation et de l'esthétique, c'était pas ultra abouti, mais le film était intéressant. En 2013, il a travaillé sur le dernier opus de la saga Wolverine, tout seul en dehors des X-Men, qui est Wolverine, le combat de l'immortel, que personnellement j'aime beaucoup. Il faudra qu'on en parle un jour, mais moi, les films Wolverine, oui, d'accord, on a du mal à les caser dans la chronologie X-Men. Mais bon, la chronologie X-Men, c'est un peu le bazar, donc bon, on va pas leur en vouloir non plus. Mais Wolverine, le combat de l'immortel, bien qu'il soit un petit peu bancal, il y avait des moments assez esthétiques et des moments assez intéressants. Et comme on va le voir un peu plus tard, l'esthétique du Japon et de cette espèce de badassitude fantasmée autour des triades et des yakuza, etc. Évidemment, de tout ce qui touche aux samouraïs, donc cette espèce de fantasme autour de la culture historique japonaise était très présent dans Wolverine, le combat de l'immortel, et revient dans le film dont on va parler aujourd'hui. Et en 2015, il avait également travaillé sur le film Hitman Agent 47, qui est donc l'adaptation du jeu vidéo Hitman, qui honnêtement n'est pas tant que ça une réussite. Franchement, je préfère largement les jeux ou même regarder les gameplays des jeux que me regarder les films. Donc pour le moment, la filmographie et le travail de David Leitch, je sais pas si ça se prononce Leitch d'ailleurs, mais de David Leitch, est plutôt en demi-teinte, c'est-à-dire qu'il a quand même travaillé sur de gros projets, il a des idées, on sent qu'il y a des thématiques qui lui tiennent à cœur puisqu'il revient de façon cyclique dessus, mais j'ai un sentiment que son cinéma n'a pas encore abouti. Après, il n'est pas réalisateur depuis tant de temps que ça non plus. Son premier film solo, c'est 2017. C'est normal que son cinéma soit encore en évolution. Cette fois-ci, il revient avec l'adaptation d'un roman. Oui, Bullet Train, à la base, c'est un roman qui d'ailleurs ne s'intitule pas Bullet Train, ça c'est la traduction qui a été faite pour l'Occident et les États-Unis. Le titre original, puisque c'est un roman japonais, c'est Maria Beetle. C'est un livre qui a été écrit par Kotaro Isaka, qui a écrit pas mal de livres dans la même veine, avec des espèces de tueurs à gages et d'agents secrets, et qui a également scénarisé des mangas, qui sont d'ailleurs sortis en France, notamment le scénario du Prince des Ténèbres, qui est actuellement édité chez Kurokawa, ainsi que le scénario de Waltz. Alors Waltz, je ne l'ai pas lu, mais il est également édité en France. Si ce n'est pas le premier livre de Kotaro Isaka qui est adapté au cinéma, c'est le premier qui est adapté, on va dire, avec une portée internationale et surtout avec un budget et des ambitions aussi
importante. Et cela se voit notamment au niveau du casting qui est très très étoffé. Ne serait-ce que la tête d'affiche, puisque le héros du film est Brad Pitt. On ne le présente plus évidemment. Brad Pitt, c'est des films iconiques. Je citerai 3 en 2004, je citerai évidemment Fight Club. Plus récemment, il a fait Once Upon a Time in Hollywood qui tout double ce film. Moi personnellement, du coup, je l'ai pas accroché, je l'ai vu récemment, j'ai pas accroché, mais il a eu de très bonnes critiques. Brad Pitt, c'est une icône du cinéma hollywoodien, il est indétrônable. Et ce qui est assez drôle pour la petite histoire, c'est qu'il est apparu très récemment dans le film La Cité Perdue, dont on a parlé, que j'ai trouvé atroce, mais bon, je développe plus dans ma vidéo. Et en fait, il est apparu dans La Cité Perdue par une espèce d'échange, on va dire, de copinage avec d'autres acteurs que sont Sandra Bullock et également Channing Tatum. Donc le casting de La Cité Perdue avec Sandra Bullock, Channing Tatum se retrouve pour des petits rôles dans le film de Brad Pitt, Bullet Train. C'est une sorte d'échange de bons procédés, on va dire. C'est assez drôle, même si clairement on n'est pas du tout sur des films qui ont la même aura. Enfin, en tout cas, je l'espérais sincèrement avant d'aller voir Bullet Train, et heureusement c'est le cas parce que La Cité Perdue a été une énorme déception et un énorme ennui. On a donc Channing Tatum et Sandra Bullock qui jouent des petits rôles dans le film. On retrouve également Joey King qu'on a très récemment vu dans le film The Princess. Je n'ai pas vu mais on me l'a recommandé. Apparemment c'est un film qui va vraiment jusqu'au bout de son concept en fait, qui est un petit peu exagéré, mais du coup le film m'intrigue assez. Il est disponible sur Disney+ si jamais ça vous intéresse. Il y a également au casting Aaron Taylor Johnson. Et alors au début du film je me suis dit que je connaissais cette tête. Et en fait c'est le héros de Kick-Ass qui a largement vieilli depuis le temps et qui est devenu atrocement beau gosse. Surtout que la moustache lui va très très bien. Croyez-moi, j'étais légèrement hypnotisée au début du film. Après, j'ai réussi à reprendre mes esprits, évidemment. Mais il a également joué Vif Argent dans les Avengers, notamment dans Age of Ultron. Vous savez, Vif Argent, c'est le frère de Wanda Maximoff qui, malheureusement, paix à son âme, finit par mourir assez rapidement. On a également, que j'ai beaucoup apprécié dans le film, Brian Tyree Henry, qui a notamment joué dans Eternals l'année dernière, donc encore du Marvel, et je l'avais plutôt apprécié dans Eternals, mais je trouve qu'il se révèle d'autant plus dans ce film Bullet Train. Il a également joué dans le film Joker de 2019, et il est à l'affiche pour Joker 2, qui a donc été confirmé et annoncé il y a peu de temps. Donc comme vous le voyez, on a un casting quand même assez étoffé, assez touffu, on a de la tête d'affiche de qualité, on a des acteurs qui sont reconnus dans le milieu ou qui sont en pleine ascension. Donc sur le principe de base, on devrait avoir un film de qualité, en tout cas si on se base sur la qualité des acteurs qui ont été recrutés pour le projet. Que nous raconte le film? Nous sommes dans un train. Et nous sommes quasi uniquement dans un train, puisque quasi tout le film se passe dans un train, puisque le titre du film c'est Bullet Train, qui est le surnom que les Européens et les Occidentaux donnent au train, le Shinkansen, qui est donc le TGV le plus rapide du Japon. Pour l'avoir pris personnellement, il est très impressionnant, très propre, absolument magnifique. J'ai adoré, franchement, par rapport à ce qu'on a en France, c'est le jour et la nuit. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Tout se passe dans le Shinkansen japonais, dans ce train extrêmement rapide, qui relie Tokyo à Morioka, normalement dans le bouquin, mais comme Morioka est une ville du nord du Japon qui est pas très connue en Occident, là ils ont fait l'autre partie de la ligne. Si vous voulez, Morioka c'est vers le nord, là ils ont fait le train qui relie Tokyo à Osaka, Osaka qui est plus connue puisque c'est une ville historique qui est en plus près du mont Fuji, donc qui permettait de faire des super visuels du mont Fuji, et ça quand même ça fait partie en gros de l'idéal visuel du Japon. Donc dans ce train extrêmement rapide qui relie Tokyo à Osaka, 7 tueurs à gages vont essayer de se concurrencer pour au final plus ou moins la même mission. Leur objectif est le même, une mystérieuse mallette pleine d'argent sur laquelle est collé un autocollant de petit train. Ils vont tous se centrer autour de cette mallette, et sans vous en dire trop, ça va être plutôt sanglant. En fait, si je vous résume l'histoire, c'est un huis clos dans un train avec beaucoup d'autodérision, des katanas, un max de punchline et du néon, beaucoup de néon. Au niveau de la direction artistique, je suis plutôt très contente. Donc comme je vous le disais dans ma vidéo sur The Gray Man, les films dans ce milieu supra-concurrentiel du tueur à gages, de l'espion, etc. doivent avoir un concept, et en tout cas visuellement Bullet Train a vraiment un concept fort et une esthétique qui est forte, qui est très présente dans la bande-annonce si vous avez vu la bande-annonce, et qui reste relativement, on va dire, homogène durant tout le film. Ils réussissent vraiment à maintenir leur concept un peu néon, un peu déluré, un peu décalé durant tout le film. Et c'est très agréable à regarder, on a des très beaux plans, on a de très belles couleurs, on a de très belles lumières. Franchement, au niveau de la direction artistique, c'est très agréable. En gros, si je devais situer le film visuellement, il est entre le Sucker Punch de Zack Snyder, qui fait partie d'ailleurs de mes films favoris et dont on reparlera un jour sur la chaîne parce que j'ai vraiment envie d'en parler avec vous. Donc il est entre le Sucker Punch de Zack Snyder, entre les John Wick, parce que clairement on sent qu'il y a une veine et on sent qu'il y a quelque chose qui rattache au projet de John Wick, sur lequel a d'ailleurs travaillé le réalisateur, donc c'est pas particulièrement étonnant. Et puis maintenant John Wick c'est vraiment un incontournable du film d'action, c'est en train de devenir un basique, donc clairement c'est pas étonnant non plus. Et on a aussi des petits échos au style un petit peu Kill Bill Tarantino, vous voyez, avec quelque chose de très esthétisé, assez exagéré, mais qui passe très bien et qui n'a pas le sentiment d'être
trop pensé, ou du moins qui nous permet de quand même rentrer dans l'histoire et de quand même nous attacher au personnage. Le premier point que j'ai vraiment trouvé agréable visuellement, c'est l'humour qui est visuellement présent. Donc il va y avoir tout un ensemble de punchlines, etc. au niveau de l'écriture, mais visuellement l'humour est présent. Présent à travers des ralentis qui vont souligner, on va dire, des moments un petit peu clichés, voire exagérés. Présent au niveau des incursions visuelles qui sont faites. Big up à la bouteille d'eau d'ailleurs, maintenant que je pense à elle. Gloire à la bouteille d'eau. Et également présente dans l'identité visuelle extrêmement, on va dire, pensée qui va être accordée à chaque personnage. Chaque personnage a une identité visuelle, des couleurs qui lui sont associées, des musiques qui lui sont associées, des types de plans qui vont lui être associés. Et ça, c'est super agréable déjà parce que c'est maintenu pendant tout le film à chaque fois qu'un personnage apparaît, mais également parce que ça joue dans ce côté surexagéré, assez humoristique et assez agréable. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de second degré visuel qui est très très fun et très très kiffant. Au niveau de l'action, on a des scènes d'action qui sont assez fluides, qui font d'ailleurs penser à des scènes d'action typiques, mais avec un personnage qui incarne vraiment un anti-John Wick. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une identité John Wick, mais qui est un peu décalée. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la tuerie froide, on est dans quelque chose d'un petit peu maladroit. On essaie plus d'esquiver le combat que d'y participer, notamment autour du personnage de Brad Pitt. C'est assez fun parce que du coup, ça donne des combats très chorégraphiés. Évidemment, c'était le travail du réalisateur à la base. Donc des combats très chorégraphiés, assez pensés, assez esthétiques, mais qui ont ce côté décalé où au final on essaie presque plus de fuir le combat que d'y aboutir, et pourtant le combat a quand même lieu. Et je trouve que du coup ça joue dans ce côté humoristique un petit peu cynique visuel, mais ça joue aussi dans la lecture des combats qui est intéressante et plutôt originale, même si personnellement je déplore deux choses. Ils n'ont pas assez joué avec le côté train en mouvement en fait, et avec le côté huis clos également. Je trouve qu'au final visuellement le huis clos se ressent pas énormément, le train étant très grand. Ils ont créé plusieurs wagons qui ont plusieurs styles visuels et ils jouent aussi sur les espaces d'interwagons, etc. Du coup le sentiment de huis clos est pas assez présent et moi je trouvais ça intéressant de jouer dessus, mais pour le coup ils l'ont pas forcément mis en avant, même pas dans les combats au fait au final. Et ils ont pas non plus trop joué sur le mouvement. Il y a 2-3 scènes effectivement qui jouent sur le fait que le train aille très vite, mais c'est quand même le train le plus rapide du monde, donc j'aurais trouvé intéressant qu'ils l'intègrent un peu plus dans les scènes d'action. C'est deux points qui m'ont un petit peu gêné au niveau de l'action. J'ai également trouvé très intéressant qu'ils mêlent dans l'action une esthétique beaucoup plus moderne avec les guns, etc. et une esthétique, on va dire, très très cliché, tournée autour de la culture japonaise, du katana, du yakuza. Et ils jouent également énormément sur le côté samouraï un petit peu stéréotypé que je trouve également légèrement sous-exploité. J'aurais aimé qu'ils en mettent encore plus et j'aurais aimé en savoir encore plus sur cette partie-là de l'histoire, mais honnêtement ça participe à l'action. Je trouve que le côté samouraï donne vraiment un écho à Tarantino et à Kill Bill. Enfin vous voyez, des sabres, forcément tu penses à Kill Bill, surtout quand c'est avec ce côté visuellement décalé. T'as vraiment un hommage qui est appuyé, on va dire, à la filmographie de Tarantino. Il y a également le fameux marché asiatique ou chinois qui est obligatoire dans les films de tueurs à gages maintenant. Et au final, tout ça, visuellement, ça rend le film ultra kiffant. C'est-à-dire que pendant tout le film, je me disais, je voyais les références, je voyais du Tarantino, je voyais du Sucker Punch, je suis désolée, des meufs en mini-jupe qui se battent dans des trains en mouvement, c'est du Sucker Punch, et moi j'adore, quoi qu'on puisse en penser, moi j'adore, c'est vraiment un style que j'adore. Les ralentis, il y a plein de ralentis, j'adore le ralenti, et on sait que Zack Snyder est un grand fan du ralenti. Moi je trouve que le ralenti bien exploité, ça donne une badassitude, et ça donne vraiment un écho au film. Alors il y a beaucoup de ralentis, il y en a que ça va déranger parce que je sais que c'est pas quelque chose que tout le monde aime, mais moi j'adore le ralenti. Et en fait tout ça, tous ces paramètres font que le film visuellement t'en prend plein la vue et c'est kiffant. Le côté décalé donne un côté on kiffe entre potes, on est dans le même délire. En fait il y a vraiment une esthétique léchée, mais une esthétique léchée qui se prend pas tant au sérieux que ça, avec le côté décalé humoristique, qui permet de donner un côté, on se fait un délire entre potes. Et moi j'ai trouvé ça vraiment très agréable pour un blockbuster d'été. Je pense que c'est vraiment la meilleure orientation à prendre, le côté délire entre potes, le côté où on va jusqu'au bout de notre truc, visuellement on est décalé et on sait que le spectateur va comprendre notre démarche et on va faire ça ensemble. Si vous voulez, le fait qu'on soit tous dans le même délire, ça a vraiment un côté petit blockbuster, summertime, et moi j'adore. Au niveau de la BO, par contre, c'est un petit peu décevant. C'est très pop, décalé, c'est très enjaillant, etc. Gros coup de cœur pour la reprise de I Need a Hero version japonaise. J'ai adoré. Il faut que je me la télécharge, il faut que je la mette comme sonnerie de téléphone, il faut que je fasse quelque chose. Mais globalement, ça casse pas trop pattes à un canard dans le sens où c'est ce qu'on voit dans tous les films de tueurs, dans tous les films de tueurs à gages, dans tous les films d'espions maintenant. On utilise ce type de décaler la musique dans les moments un petit peu d'action pour donner un côté un petit peu, on va dire, aigre-doux à ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, oui, il y a du sang, oui, il y a des katanas, oui, ça se tire dessus, mais regardez l'ambiance enjaillante. Je vous en ai déjà parlé dans The Gray Man. Je pense que c'est vu, revu, trop vu, et que ça commence à fatiguer un petit peu. Donc de ce côté-là, ils n'ont pas fait preuve d'une grande
originalité. Non pas que le film essaye de faire preuve d'une originalité, mais en général il va jusqu'au bout de son délire, en tout cas visuellement. Et au niveau de la BO, je trouve pas qu'ils aillent plus loin que ce qu'on voit constamment. Donc là, de ce côté-là, petite déception. Point aussi sur la VO. Donc je suis allée le voir, le film en VOST FR au cinéma. Je recommande, je pense, d'aller le voir en VO. Je l'ai pas vu en VF, donc je peux pas vous dire si c'est si désastreux que ça. Et je pense pas que ce soit désastreux. En général, la VF est bien faite. Mais il y a des petites blagues, des petits jeux de mots, notamment au niveau des surnoms que se choisissent les personnages. Que ce soit le personnage de Brad Pitt qui va avoir le surnom de la coccinelle, ou que ce soit d'autres tueurs à gages qui ont des surnoms. Et toutes les blagues qui tournent autour de ce surnom, tous les jeux de mots, passe, je pense, beaucoup mieux en langue originale qu'en traduction. C'est très difficile de traduire les jeux de mots et les daddy's jokes, si vous voulez. Et je pense que pour cela, le film doit être beaucoup plus sympathique et beaucoup plus drôle dans ses dialogues en VO qu'en VF. Je recommanderais plutôt d'aller le voir en VO. Au niveau d'ailleurs des jokes, je les ai trouvés peut-être un peu trop lourdingues, un peu trop présentes. Il y a un côté Deadpool pour le coup qui ressort vachement avec des digressions assez longues qui se veulent comiques au début mais qui traînent un peu trop en longueur et qui, on va dire, font oublier la forme, cette espèce de longue digression pseudo-comique où le personnage va se parler à lui-même, où le personnage va parler à une espèce de tierce personne qui ne l'écoute pas. Tous les moments où Brad Pitt parle à un mec qui est inconscient, ça pour le coup c'est un peu plombé le rythme. Maintenant voilà, ça fait aussi partie des codes du film d'action un peu décalé où il y a une vraie fausse rupture du quatrième mur où on se parle à soi-même mais en fait on parle au spectateur, vous voyez un peu de quoi je parle. Voilà, ça aussi c'est un peu revu, déjà fait, donc à mon avis ils auraient dû en mettre moins et ça aurait un petit peu fluidifié le rythme et ça aurait permis de rester dans un code un peu plus net sur tout le film. Au niveau du rythme, d'ailleurs, parlons-en, c'est rythmé, mais en fait non, mais en fait oui. Comment vous dire ça ? En soi, je suis pas du tout sortie du film, de tout le film, vraiment, je kiffais mon moment, j'étais à fond dans les blagues, j'étais à fond dans l'humour, j'étais à fond dans l'exagéré, etc. Je regardais les plans, donc en soi, je me suis pas du tout ennuyée. Vraiment, je me suis pas ennuyée, je suis pas sortie du film, j'ai pas pensé à autre chose pendant que je regardais le film. Mais il faut reconnaître que l'action est un petit peu plate. Je sais pas si c'est le terme, mais t'enlèves l'aspect humoristique du film et tu te bases juste sur les scènes d'action, sur les chorégraphies d'action et sur la rythmique d'action, c'est-à-dire il y a des moments où les personnages vont se rencontrer dans le train et là va y avoir du fight, mais globalement c'est beaucoup de circulation dans le train et de je me parle à moi-même comme je viens de vous le dire. Et au niveau du rythme, c'est vrai que quand on y réfléchit à tête reposée, c'est pas si rythmé que ça, et c'est pas si épileptique que ça, et c'est surtout l'humour qui est forcé et récurrent et qui revient de façon cyclique pour maintenir l'attention du spectateur, qui permet d'avoir ce sentiment de film qui va à 200 à l'heure si vous voulez, mais pour un train qui va à 370 km/h, je trouve qu'au niveau de l'action à l'intérieur, c'est pas si fifou, et ça peut avoir des tendances à être un peu long, surtout si vous n'êtes pas rentré dans l'humour, donc je pense que les gens à qui l'humour parlera pas trouveront le film long. D'autant qu'il faut être honnête, la fin est assez prévisible et du coup, là où les premières 1h30 sont vraiment kiffantes, la dernière demi-heure m'a un petit peu déçue dans le sens où j'ai trouvé le combat final prévisible, décevant et qui manquait pour le coup d'action brute. La fin part un petit peu en live et pour le coup, je trouve que j'ai l'impression qu'en fait ils ont eu du mal à conclure leur histoire, ils ont lancé plein de pistes, ils ont lancé beaucoup de choses, beaucoup de personnages, c'est très kiffant, c'est très intéressant, il y a beaucoup de rythme qui est donné par l'humour, mais à la fin ça tombe un peu à plat quand il faut arriver sur du un peu plus sérieux et clôturer toute cette histoire et faire un combat final un peu badass entre l'entité tant attendue dont on nous parle pendant tout le film et dont on est censé avoir terriblement peur. Et ça tombe un peu à plat sur la fin, et ça c'est dommage. Le soufflé plan prend bien, le goût est bon, mais à la fin il ressemble plus à un espèce de pancake qu'à un soufflé réellement. Mais alors du coup, est-ce que le film est bon ou pas? Et bien clairement, ça dépend de vos attentes et ça dépend de ce que vous aimez en tant que spectateur. Je pense qu'il y a des gens qui vont détester le film et qui vont trouver qu'il est beaucoup trop prévisible, beaucoup trop cliché, qui ressemble à tout ce qui se fait et que c'est un énième blockbuster sans imagination. Et il y a des gens qui vont surkiffer le film parce qu'ils sont clients de ce genre de choses. Personnellement, je fais partie de la seconde catégorie. J'ai vraiment kiffé mon film, j'ai vraiment kiffé mon moment parce que je suis cliente de ça et parce que j'ai pas de difficulté à, on va dire, faire abstraction du côté artistique, renouvellement du genre, renouvellement du cinéma, etc. J'arrive personnellement à regarder un film juste pour ce qu'il est et à me divertir purement et simplement de par ce qu'on m'offre. Je dis pas que c'est une qualité ou un défaut, positif ou négatif, c'est juste ma façon de voir les films. Par contre, c'est vrai que si vous avez des attentes en matière de renouvellement, quelque chose qui apporte un univers nouveau, quelque chose qui apporte un regard nouveau dans le cinéma, vous allez être déçus, clairement.
En fait, pour chaque point positif, il y aura un point négatif en fonction du regard qu'on va poser dessus. Par exemple, au niveau positif, moi j'ai trouvé que le duo Mandarine et Citron là, j'ai même pensé que c'était les acteurs principaux et c'est eux qui crèvent le plus l'écran. Je trouve ça exceptionnel que Aaron Taylor Johnson, par exemple, arrive à se démarquer autant au vu des têtes d'affiche qu'il y a à côté. Je l'ai plus regardé, de par sa plastique personnelle, mais également de par son personnage, soyons honnêtes, mais je l'ai plus regardé que Brad Pitt, qui pour le coup, et ce sera plutôt le point négatif, un personnage un peu plan-plan. Alors Brad Pitt est un bon acteur. Il faut pas dire ce qui n'est pas. Brad Pitt est un bon acteur, il réalise bien ce qu'on lui demande de réaliser, mais je trouve que son personnage, le côté mec pas doué, qui a pas de chance, et qui fuit le conflit, et qui est un peu nonchalant, c'est du vu, déjà vu, re-revu. Ça va être également le cas pour le personnage de Prince, que j'ai trouvé intéressant de par son décalage, mais qui je pense aurait été mieux exploité, et il y a d'autres personnages, le loup, ou encore le frelon, qui je trouve sont complètement sous-exploités, mais ça, quand on fait entrer un très gros panel de personnages à l'écran, je vous en avais déjà parlé pour Eternals par exemple, c'est normal qu'il y en ait qui passent devant les autres. Quand on en met plus de 4 ou 5, c'est normal qu'il y en ait quelques-uns qui passent à la trappe. Pareil, certains trouveront l'esthétique hyper exagérée, hyper néon, hyper décalée, super intéressante, d'autres diront que c'est quelque chose qu'on a déjà fait, qu'on a déjà vu et qui est un petit peu répétitif. Il faut reconnaître que les néons rouges et bleus, c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de voir au cinéma. Et en plus, il faut également reconnaître que le côté, on va dire, samouraï, yakuza, est légèrement sous-exploité, ce qui peut être un peu frustrant quand on regarde le film. Et le dernier point qui va diviser, je pense, c'est l'identité du film. Personnellement, je trouve qu'il y a une vraie intelligence dans la façon de mélanger des styles qui existent déjà, ça mélange du Tarantino, du Snyder, etc., comme je vous l'ai dit. Il y a une vraie intelligence dans le fait de mélanger ces différents styles qui crée une identité à part. Maintenant, si on n'y voit que les inspirations et les références, on pourra penser que c'est un film qui, pour le coup, n'a pas d'identité puisqu'il ne fait que se nourrir de ce qui existe déjà. Et ça dépend vraiment du regard qu'on pose sur le film et donc ça dépendra vraiment de l'avis personnel que les gens porteront dessus et je pense d'ailleurs que c'est le point qui va le plus diviser autant les acteurs, le jeu d'acteurs, l'histoire, etc. peut-être pas, mais ce côté, cette esthétique qui est très assumée par le film va diviser dans le sens où d'un côté on y verra un intelligent mélange et une intelligence inspiration, de l'autre on y verra que du copier-coller de ce qu'on connaît déjà. Donc en soi, si on fait le bilan, moi j'ai vraiment kiffé mon visionnage, le film marche, le film est sympa, le film est feel good, le film donne le sourire, mais ça ne plaira pas à tout le monde et le film va diviser, c'est sûr et certain. Maintenant, il faut garder en tête que ça reste un blockbuster de l'été, comme on le dit, même si je crois que je vais juste arrêter d'utiliser le terme blockbuster vu comment c'est connoté négativement, mais sachez que dans ma bouche, ça ne l'est pas. C'est un blockbuster de l'été. Le but, c'est de faire un film large public qui va faire beaucoup de chiffres, oui, et qui donc coûte très cher puisqu'on est prêt à investir de l'argent pour avoir un gros retour sur investissement derrière. Donc c'est un produit commercial, comme tous les films sont des produits commerciaux, désolée de le dire, mais là c'est un produit commercial à haute valeur ajoutée, on va dire à très gros budget, et qui a donc pour but de revenir sur son investissement et même de faire une plus-value et donc d'être large public et largement diffusé, mais c'est pas un mal, c'est pas une tare, et là ils le font bien. C'est un blockbuster qui fait bien son travail, je pense que c'est un film qui est rassembleur, qui peut plaire à énormément de monde, qui fait sincèrement rire, qui fait sincèrement kiffer, qui correspond à ce qu'on a envie de voir en été dans le sens où on a envie d'aller dans une salle climatisée et de sourire et de kiffer notre moment et de pas nous prendre la tête, et ben c'est ce que ce film nous donne, le tout dans une esthétique qui est bien travaillée, qui est belle, qui est décalée, cynique, drôle. Alors bien sûr il faut rentrer dans l'ambiance, mais une fois que t'es rentré dans l'ambiance, tu vois pas passer les 2 heures et tu kiffes ton moment. Tu kiffes ton moment et moi j'ai kiffé mon moment et franchement je trouve que c'est un très bon film, mais je me répète et j'insiste, ce n'est pas du tout un film pour tout le monde. Ça dépend vraiment de nos goûts et des regards qu'on porte sur le cinéma. C'est pour ça que je pense que forcément le film va avoir des détracteurs, ce qui est normal de toute façon, et le film va également avoir des gens qui vont apprécier comme moi. Du coup, est-ce que je vous le recommande? Ben oui, en partant de mon expérience, si vous avez les mêmes goûts en matière de cinéma que moi, oui, allez-y, c'est super kiffant. Franchement, vous allez apprécier votre visionnage. Par contre, si c'est pas ce que vous attendez pour un film, ou pour un film de l'été, ou si vous appréciez pas forcément les codes des blockbusters, bah je suis pas sûre que ce soit pour vous, mais curiosité avant tout, ça peut toujours se tenter. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur Bullet Train. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié aller voir le film. J'avais des inquiétudes, je vous en avais parlé, parce que j'avais vraiment peur que ça passe un effet à la The Gray Man, c'est-à-dire j'aime ce que je regarde, mais sans plus, et je vais l'oublier. Là, je pense pas que c'est un film que je vais oublier, parce que vraiment, des ralentis et des plans aussi badass, et ce côté aussi décalé, c'est vraiment un humour et une esthétique qui me parle. Je le regarderai pour me passer une soirée détente. Et moi, j'ai des films comme ça qui sont purement des films détente. J'ai déjà parlé de mon amour pour Pacific Rim, par exemple. Pure détente, pure kiffance, ben j'adore, voilà, c'est tout. Donc c'est un genre de film qui me parle. Maintenant, évidemment, je comprends que ça puisse ne pas parler à tout le monde. Si vous avez vu le film, d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis dessus. Si vous n'avez pas encore vu, dites-moi s'il vous tente ou pas, en fonction de vos goûts en matière de cinéma. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Comme vous le savez, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça aussi, ça fait plaisir et puis ça vous permet de voir les nouvelles sorties de la même façon que d'activer la cloche qui vous permet d'être alerté lorsque je sors un post communautaire ou une vidéo.
Moi, je ne vous embête pas plus, je vais retourner à mes vacances, ou plutôt à mon montage dans le cadre de cette vidéo. Je vous souhaite donc dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages comme d'habitude. Pensez à vous hydrater les enfants, il fait chaud, buvez de l'eau et nous on se dit à très vite. Et puis vraiment... Merde, à chaque fois j'oublie le mot. Ah, j'ai encore oublié le mot. On les appelle comment? Les... Ça ne me revient pas. Les... Maman, je retrouve pas un mot. Comment ils appellent les combattants traditionnels japonais là? Samouraï. Ah, merci. Oh, ça revenait plus. Ça revenait plus, c'était horrible. Ah, ma douce. Ah oui, c'est bon. Pas trop chaud? Oui, enfin oui, mais non. Super. Il est où ton chat? Là.